Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous terminons aujourd'hui la leçon de géographie que nous avions laissée en suspens avant les vacances. Je vous rappelle qu'on en était resté au grand 2, petit 2. On avait bien avancé sur cette deuxième leçon dans cette thématique. Alors cette leçon, je le rappelle, elle s'appelle métropolisation, littoralisation des espaces productifs et accroissement des flux. Donc on va tout de suite passer à notre petit 3 qui s'intitule, regardez évidemment dans le cours que je vous envoie avec le mail et le lien vidéo, une mise en réseau sélectif du monde. Alors c'est un petit 3 assez rapide qui tire une sorte de bilan de tout ce qu'on a vu précédemment, à savoir que sur la planète, il y a évidemment des régions qui sont très bien connectées à la mondialisation et principalement, vous les voyez sur la carte, c'est l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie. L'Asie orientale notamment, c'est-à-dire avec notamment la Chine de l'Est, le Japon. Et on explique que évidemment les flux vont globalement privilégier les grandes façades maritimes. Ils vont privilégier aussi les métropoles qui sont les mieux connectées. Et en gros, lorsque vous regardez l'ensemble des flux de la planète ainsi que le poids que représentent ces espaces, on voit bien que ces flux ils vont privilégier majoritairement ces trois pôles de la mondialisation. On voit aussi évidemment ceux qui sont un peu plus exclus de ces échanges, de cette mondialisation, alors notamment l'Afrique, on en a déjà un petit peu parlé, un petit peu également l'Amérique du Sud. Et puis, et c'est écrit également dans la troisième flèche de votre petit 3, il ne faut pas oublier également de parler des espaces qu'on considère comme enclavés. Alors, qu'est-ce qu'un espace enclavé? Je vous le montre ici. Là, vous avez les quelques pays de la planète qui n'ont aucun accès à la mer. C'est-à-dire, ils n'ont pas de façade maritime. Et évidemment, dans la mondialisation que vous connaissez, ne pas avoir d'accès à la mer est évidemment un handicap important puisque, vous le savez, d'ailleurs, vous allez le revoir juste après dans la partie qui suit. Les échanges maritimes dominent aujourd'hui les échanges sur la planète, c'est-à-dire que c'est notamment par la mer que se font la majorité des échanges de marchandises. Et donc, évidemment, ne pas avoir de port, ne pas avoir de façade maritime représente un handicap important dans cette mondialisation. Alors, il y a des pays, par exemple comme la Bolivie, comme la Mongolie, comme le Mali, qui sont aujourd'hui en grande difficulté, notamment à cause de cette absence de façade maritime. Alors on passe tout de suite à un grand 3 qui va parler des espaces productifs qui se concentrent essentiellement sur les littoraux et les métropoles. On va commencer par un petit 1 que vous connaissez bien puisque c'était la première thématique de votre année sur les métropoles. D'ailleurs vous allez voir, on va faire certains rappels. Donc petit 1, le poids des métropoles. Alors là évidemment, ça nous renvoie directement au chapitre numéro 1 de géographie. Vous saviez que vous avez une thématique sur la métropolisation. Et je le rappelle, une métropole, on l'avait vu, c'est une grande ville qui se caractérise par ses fonctions de commandement, sa capacité de rayonnement, son attractivité et sa connexion au reste du monde. Et on avait vu que, à ce titre, la ville de Londres, par ses 9 millions d'habitants, par le fait qu'elle soit la ville la plus attractive de la planète, etc. Tout ce qui apparaît à l'écran, c'est un diapo que j'ai repris de notre première thématique. Londres était pleinement une métropole mondiale. Et vous aviez localisé sur un planisphère les 4 métropoles mondes, c'est-à-dire vraiment les métropoles globales où on va trouver un ensemble de pouvoirs, de fonctions et un rayonnement très important. Alors New York, Londres, Paris, Tokyo, et puis des métropoles également qui sont peut-être moins complètes sur le papier, mais qui participent pleinement à toute cette production qui vont avoir une vraie importance. Donc ça, c'est un petit rappel, vous le voyez, ça fait partie des 3 premiers petits points de votre première flèche. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la seconde flèche, car là, c'est un peu plus nouveau. Lorsque l'on rentre dans ces métropoles, on va constater qu'il y a des espaces productifs bien ciblés. Alors, le premier que vous connaissez tous, c'est le quartier d'affaires. Alors, par exemple, là, je reprends le plan de Londres. On voit que souvent, ce sont des quartiers qui sont centraux. Vous connaissez, vous vous en souvenez, la City. La City qui a ce paysage caractéristique des quartiers d'affaires que l'on peut trouver aussi bien à New York qu'à Paris. Ça, c'est le quartier de la Défense. Et vous avez donc ces fameux quartiers d'affaires où vous allez trouver les sièges sociaux de FTN, les activités tertiaires supérieures, donc aussi bien les services juridiques, les sociétés financières, etc. Et comme je le rappelle dans votre cours, vous voyez, avec la City, on le voit très bien, c'est souvent localisé plein centre, ou en tout cas très très proche donc du centre-ville. D'ailleurs, aux États-Unis, vous le savez, on surnomme ces quartiers les CBD, Central Business District. Mais et c'est pour terminer notre cours d'aujourd'hui et donc notre seconde flèche, il faut également parler de ce qu'on appelle les technopoles. On dit également territoire de l'innovation. Alors le plus célèbre, c'est probablement, et le premier historiquement à avoir été appelé de cette manière, c'est la Silicon Valley,
qui est situé, vous le savez sûrement, en Californie. C'est là où on va trouver les géants du numérique américain, notamment Apple. Donc dans cette Silicon Valley, vous avez vraiment des territoires de l'innovation, vous allez avoir de la recherche, vous allez avoir des ingénieurs hautement qualifiés qui vont vraiment innover, qui vont faire de la recherche et qui vont faire progresser toute la production mondiale. Alors vous, pour vous montrer un exemple concret de technopole, ça se développe en général toujours autour des métropoles. On va prendre l'exemple d'une métropole française, Nice. Et vous allez tout de suite observer une vidéo qui vous montre un technopole qui s'est installé en périphérie de la métropole niçoise. Il faut savoir que les technopoles s'installent en général en métropole, mais souvent en périphérie des métropoles. Et on va découvrir ce territoire qui s'appelle Sophia Antipolis. Je vous mets une petite vidéo juste à la suite. Faites juste un petit peu attention. Vous allez avoir 3 petites questions pour bien suivre dans cette vidéo. Mais je vous rappelle que cette vidéo, c'est une vidéo de marketing territorial. On avait déjà un petit peu vu ça, notamment pour Lille, dans notre leçon précédente. C'est-à-dire que ce sont des vidéos qui font de la publicité. Donc évidemment, on ne va pas vous souligner les défauts. Au contraire, on va vous vendre cet espace pour vous inviter à venir vous y installer. 3 questions vous sont posées. Quelles activités sont présentes dans ce type d'espace productif? Donc là, je vous rappelle, hein, c'est Sophia Antipolis près de Nice. Et quels sont les avantages de Sophia Antipolis qui sont mis en avant dans cette vidéo de marketing territorial? Et 3e question, en quoi le paysage d'un technopole diffère de celui d'un quartier d'affaires? Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les paysages que je vous ai montrés il y a quelques secondes. Regardez cela, on en discute juste après. Soyez là où tout a commencé. Là où la technologie n'est pas seulement un mot, mais un mode de vie. Où les talents sont accueillis, choyés et peuvent prospérer. Rejoignez les leaders mondiaux et faites partie d'une élite internationale. Je suis Alexandre Naressi, je suis Managing Director chez Accenture Interactive. Je suis responsable de la recherche et développement et ici à Sophia, nous travaillons à l'intersection entre les nouvelles tendances comportementales des consommateurs, les nouveaux business models et les nouvelles technologies comme par exemple la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. Nous sommes basés ici à Sophia Antipolis depuis plus de 25 ans maintenant. Nous avons choisi ce lieu pour différentes raisons. D'abord, le parc technologique et la mini Silicon Valley que Sophia Antipolis et son écosystème local représentent. L'accès facile bien sûr pour nos clients et nos équipes de voyager au travers de l'Europe et du monde et d'être présents. Et la possibilité de travailler localement avec des startups, avec des entreprises locales et des universités et des écoles. Profitez d'un style de vie unique, entouré par la nature, où la qualité n'a pas de prix et la famille est précieuse. J'ai créé Mouratoglou Tennis Academy en 1996, à l'époque à Paris. On a développé cette activité pendant 15 ans, jusqu'au jour où on s'est retrouvé un petit peu à l'étroit. On avait une demande qui était croissante de la part des clients. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi quel était le meilleur endroit en France ou à l'étranger d'ailleurs pour y implanter les nouvelles académies. Et Sophia Antipolis est arrivé en numéro 1. Le climat y est extraordinairement favorable. La faculté qu'on a ici de jouer au tennis 12 mois sur 12 à l'extérieur est un énorme plus. Soyez là où l'on construit aujourd'hui la technologie de demain, où science et business ont un but commun et où l'imagination n'a pas de limite. Donc être à Sophia, c'est être au cœur d'une activité bouillonnante sur le volet innovation. Pour nous, c'était aussi extrêmement important d'être ici dû à la qualité des gens qu'on est capable de recruter et d'attirer sur le site ici. J'en mentionnais un particulier avec qui on travaille, qui est l'INRIA, qui a fait des travaux extraordinaires dans le domaine du traitement d'images en imagerie médicale.
Faites partie d'un écosystème de start-up dynamique et rencontrez les visages de l'innovation parce qu'ensemble, ils construisent un avenir meilleur. Choisissez un endroit multiculturel, là où le monde se rassemble, interagit, partage des idées et où la fiction devient réalité. Sophia Antipolis, Made of Innovation. Voilà, donc à travers cette vidéo et les 3 questions que je vous avais posées, vous comprenez en quoi un technopole est véritablement un territoire de l'innovation. Alors, quelles activités avez-vous perçues dans ce type d'espace productif? Vous savez qu'il y en a plusieurs. Il y a évidemment du tertiaire supérieur, il y a de la recherche. Vous avez vu également qu'il y a un centre sportif. Bref, il y a des activités assez diversifiées, mais en général, on est plutôt sur des activités innovantes et des activités de pointe. La deuxième question, vous demandez quels étaient les avantages de Sophia Antipolis. Alors évidemment, je le rappelle, vous avez une grande proximité avec la métropole de Nice, ce qui vous permet d'être constamment en contact avec, par exemple, des universités, avec également des sociétés un peu plus administratives qui sont situées dans les quartiers d'affaires niçois. Et puis, vous bénéficiez également de toutes les installations, par exemple un aéroport qui est dans la métropole niçoise. Troisième question, en quoi le paysage d'un technopole diffère-t-il de celui d'un quartier d'affaires? Vous avez remarqué qu'on est davantage sur un territoire qui est horizontal, il n'y a pas de verticalisation, comme on l'avait vu sur les métropoles, notamment avec la City à Londres. Voilà, ça c'est un paysage typique de Sophia Antipolis. Évidemment, on a un cadre de vie qui est plus agréable que plein centre d'une métropole, mais on garde quand même une vraie proximité, donc on bénéficie de tous les atouts d'une métropole qui est située très très proche, ici la métropole de Nice. Donc, ce technopole de Sophia Antipolis, c'est en quelques chiffres ici, regardez, on trouve 5000 étudiants, 63 nationalités, on voit énormément d'actifs, beaucoup de PME, de start-up et évidemment des étrangers qui sont capables de venir investir sur cette zone puisqu'elle bénéficie ici de tous les atouts d'une métropole. Et vous pouvez d'ailleurs coller ce petit schéma pour terminer ce petit 2. On voit très bien ici, lorsque vous avez une métropole, le long en général des axes de communication, vous avez ici des technopoles qui peuvent se développer avec des entreprises, des laboratoires de recherche, mais aussi des universités, des grandes écoles. Et on bénéficie des installations de qualité d'une métropole qui vous permettent d'être connecté au reste du monde, dont notamment les aéroports. Petit 2, après avoir vu donc l'importance de ces métropoles, on va évoquer ici l'importance des littoraux. Et on va rappeler à quel point les grands espaces industriels ou portuaires, tout comme les grandes façades maritimes, sont très importants dans la mondialisation. Regardez ces images, elles nous montrent les principaux flux mondiaux de transport de marchandises, soit le trajet sur notre globe de quelques 44 000 navires entre juillet 2014 et juillet 2015. Ces flux continus de navires révèlent de véritables autoroutes maritimes, dessinent les lignes de côte des continents. Si on change d'échelle, on aperçoit même le canal de Panama, fréquenté par environ 14 000 navires chaque année. Rarement dans les titres de l'actualité, le transport maritime est pourtant un marché gigantesque et un pilier indispensable au fonctionnement de l'économie mondiale. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, environ 80% du commerce mondial en volume est assuré par le transport maritime, ce qui signifie qu'une grande partie de ce que nous consommons a transité par la mer. Ainsi, en 2013, 9,5 milliards de tonnes de marchandises ont été transportées par navire. Alors comment expliquer cette domination de la voie maritime sur le transport de marchandises alors qu'il ne s'agit pas du mode de transport le plus rapide? Si on prend un exemple, pour relier la Chine à la Belgique, il faut entre 30 et 40 jours en cargo, une vingtaine de jours en train et 1 jour en avion. En fait, si le transport maritime est aujourd'hui privilégié, c'est tout d'abord parce qu'il est très facile de circuler sur les mers. Les 3 principaux types de navires sont les vraquiers, qui transportent notamment des céréales, des minerais, les gaziers et les pétroliers, et pour finir, les porte-containers. Aujourd'hui, la capacité de transport d'un porte-container représente en moyenne l'équivalent de 18 000 wagons de train ou près de 1000 Airbus A380. Alors transporter un grand volume de marchandises d'un coup, cela permet de faire des économies d'échelle et donc de proposer un prix faible. C'est le principal avantage du navire sur les autres modes de transport. Ainsi, pour une télévision à 1 000 $ transportée par la mer
Entre la Chine et l'Europe, seuls 10 $ en moyenne correspondent au coût du transport. Et en permettant le transport des marchandises à faible coût, le secteur maritime est sans conteste un pilier de la mondialisation. Donc grâce à la vidéo, on peut faire ensemble notre première flèche. Alors on va insister sur l'importance des flux maritimes sur la planète, puisqu'on estime qu'il y a entre 80 et 85% des marchandises échangées sur Terre qui passent par les océans. Et donc forcément, ces marchandises, elles vont transiter par les grands ports mondiaux. Alors les façades maritimes les plus importantes et qui pèsent le plus dans la mondialisation, ce sont les 4 qui apparaissent ici à l'écran, à savoir les 2 d'Amérique du Nord, Amérique du Nord-Ouest, Amérique du Nord-Est, celle d'Europe du Nord-Ouest qui va nous intéresser juste après avec notamment le port de Rotterdam, et puis, et c'est la façade maritime la plus importante à retenir, celle de l'Asie-Pacifique. Alors vous le voyez d'ailleurs, hein, il y a une succession ici de ports très importants et qui, vous le savez, vont permettre l'exportation de nombreuses marchandises qui sont en général fabriquées en Asie. Donc de ces ports, vous avez par exemple votre iPhone qu'on a évoqué lors des semaines précédentes qui va être exporté vers les Apple Store par exemple d'Europe, donc en empruntant ici ces grandes routes maritimes et ensuite en arrivant sur la façade européenne, notamment souvent en passant par le port de Rotterdam. On termine maintenant ce cours par une 3e flèche qui va évoquer, comme vous le voyez à l'écran, les littoraux touristiques. C'est un paysage de Cancún au Mexique. On observe d'abord une vidéo puis on en discute. Donc petit rappel, le tourisme, vous l'avez vu en 25 ans, a été multiplié par 3 en termes de nombre de touristes. Aujourd'hui, on estime qu'il y a sur Terre 1,4 milliard de touristes sur la planète et cela s'explique notamment par l'élévation du niveau de vie, par exemple qui va toucher des pays comme la Chine. Aujourd'hui, de nombreux Chinois peuvent se permettre de voyager, notamment pour les vacances, pour le plaisir, donc de devenir des touristes, ce qui n'était pas le cas encore il y a 20-30 ans. Et puis, vous avez également le transport aérien qui a vu ses coûts chuter, notamment grâce à l'apparition de certaines compagnies low cost. On peut citer par exemple Ryanair. Donc, on le rappelle et c'est très important, un littoral touristique, c'est aussi un espace productif, puisqu'il va générer forcément de nombreux services et puis de nombreux flux, notamment financiers, vont transiter par ces espaces. Voilà, j'espère que cette leçon vous semble claire. J'espère également que nous aurons l'occasion de nous retrouver en face à face afin de continuer nos programmes d'histoire et de géographie. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, nous continuerons l'envoi de cours par Internet. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. À bientôt.